bonjour tout le monde et merci de participer à ce webinaire dédié au codage des fiches RCP du DCC. Donc, je suis Séverine Thibault, chef de projet déploiement aux usages au sein du DSRC en Co-Occitanie. Et donc, je vais animer cette réunion avec Charlotte Morel, notre responsable des données au sein d'Enco Occitanie, et Nathalie Amaury, qui est l'adjointe du responsable des systèmes d'information à Enco Occitanie. Donc pour ce webinaire, nous avons 1 heure d'échange ensemble. Dans un premier temps, Charlotte vous présentera les différents traitements de cancérologie et leur mode d'action. Puis elle vous parlera des cancers digestifs et des fiches RCP. Entre chaque présentation, nous aurons un petit temps d'échange pour répondre à vos questions. Le programme est quand même assez dense, donc j'espère qu'on pourra répondre à toutes vos questions. Voilà, maintenant je laisse la parole à Charlotte Morel qui va vous parler des différents traitements en cancérologie. Bonjour à tous et merci d'être autant de participer à ce webinaire. Donc, dans une première partie, je vais vous parler des définitions des différents traitements qui sont par rapport aux propositions qui sont saisies en session RCP et un peu leur mode d'action. Donc, dans une première partie, on va parler des interventions qui sont à la fois chirurgicales et non chirurgicales. Donc, il y a la biopsie. La biopsie chirurgicale, qu'est-ce que c'est? En fait, on va prélever un fragment de tissu ou d'organe et qui enlèvera lors de la biopsie soit tout ou une partie des cellules. Et principalement, l'objectif d'une biopsie, c'est de déterminer le diagnostic du traitement. Et quelquefois, quand ils enlèvent totalement la partie des cellules ou le tissu, ça peut aussi être utilisé ça va être un traitement aussi potentiellement pour les patients, pour la prise en charge du cancer. Ensuite, il y a tout ce qui est radiologie interventionnelle. Au niveau des interventions, des propositions dans la section intervention, il y a beaucoup de sections, beaucoup de propositions qui sont rattachées à la radiologie interventionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une radiologie interventionnelle? Ce sont des procédures ayant pour but le traitement ou le diagnostic d'une affection qui est réalisé par un radiologue sous contrôle d'un moyen d'imagerie, et ce, quel que soit le moyen d'imagerie. C'est des techniques qui sont peu invasives. Elles vont permettre d'accéder à la cible tumorale en profondeur en utilisant soit les voies naturelles, soit le réseau vasculaire, ou encore, ils vont choisir un chemin court et sans risque au travers d'un organe, et ça, c'est principalement les voies transcutanées. Où est-ce qu'on retrouve ces indications de radiologie interventionnelle? Donc, c'est toute technique qui peut être proposée pour la prise en charge de carcinome hépatocellulaire, de cancer du rein, poumon ou encore métastase osseuse. Et plus ça va aller, et plus il y a des nouvelles techniques aussi qui sont utilisées en radiologie interventionnelle. Ça se fait sous autorisation dans les établissements autorisés. On retrouve quoi comme radiologie interventionnelle? Il y a la biopsie radiologique. De sa définition, la biopsie, elle est guidée en radiologie interventionnelle. Donc, on va faire un prélèvement d'un tissu ou d'un organe à l'aide de techniques d'imagerie médicale. On peut retrouver encore aussi l'endoscopie interventionnelle. Endoscopie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire regarder à l'intérieur. Donc, en fait, ils vont introduire un instrument qui est plus long, un tube plutôt long, qui va être muni d'une caméra avec une lumière. Cette technique, l'endoscopie, elle va être utilisée pour la prise en charge des cancers digestifs. Donc, on peut retrouver la polypectomie ou la mucosectomie en fonction de qu'est-ce qu'ils arrivent à enlever avec l'endoscope. Et aussi, on peut l'utiliser aussi dans les cancers du poumon par rapport aux désobstructions des bronches. Au niveau il y a la chimioembolisation. Donc, ça, c'est utilisé principalement utilisé dans les traitements des carcinomes hépatocellulaires ou pour les patientes qui ont des cancers colorectaux avec métastase hépatique unique. Et donc, comment ça consiste? Ils vont en fait injecter un traitement, un médicament de chimiothérapie au niveau de l'artère. Donc, on le voit ici, là, au pli de laine, le cathéter passe par là. Il y a le produit qui remonte et qui va cibler, en fait, la tumeur. Et donc, là, il y a un mélange de chimiothérapie et d'embole. Et donc, du coup, ça permet à ce que la tumeur ne soit plus du tout irriguée, de couper complètement l'irrigation et du coup, d'entraîner la lyse des cellules tumorales. Ensuite, il y a la radiofréquence. Qu'est-ce que c'est que la radiofréquence? C'est une technique de destruction tumorale par la chaleur. Et donc, du coup, ça va être utilisé soit dans les tumeurs hépatiques, dans les tumeurs du rein de petite taille qui sont contre-indiquées à la chirurgie. La radioembolisation, qu'est-ce que c'est? En fait, ça peut être aussi appelé de radiothérapie interne vectorisée. Ils vont, en fait, par voie intra-artérielle, envoyer des de la radiothérapie et donc du coup cibler uniquement les lésions au niveau du foie.
On va aussi retrouver la cimentoplastie, et vous pouvez entendre parler entre cimentoplastie et vertébroplastie. C'est si ils injectent en fait du ciment au niveau des vertèbres. On peut retrouver l'un ou l'autre. Je vous ai fait un petit schéma. Donc là, ils injectent en fait le ciment et ça permet de consolider en fait la vertèbre. C'est plutôt utilisé pour le traitement va être retrouvé pour le traitement des métastases osseuses et c'est vraiment pour le confort des patients. Ensuite, il y a la cryothérapie. Ça consiste à la destruction de cellules cancéreuses par la congélation. Donc, ils vont insérer une aiguille au niveau de la tumeur et délivrer du gaz congelé. Ça peut être retrouvé comme indication dans le cancer du rein, cancer du sein de petite taille et s'il y a une contre-indication à la chirurgie, en cas de métastase osseuse ou récidive ganglionnaire d'un cancer colique ou urinaire. Il y a d'autres types d'interventions. Il y a la proposition qui s'appelle Ablatherm. Donc, Ablatherm, c'est pour c'est un dispositif médical. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'émission d'ultrasons qui sont focalisés de haute intensité. L'objectif, c'est de détruire les cellules tumorales par la chaleur. C'est principalement utilisé dans les cancers de la prostate et il existe un autre DM, ça s'appelle Focal One. Ensuite, vous avez une proposition qui s'appelle photothérapie. La photothérapie, ils vont appliquer un agent photosensibilisant au niveau de la peau, parce que principalement c'est pour le cancer de la peau, et qui va être activé par rayonnement. Cette activation, c'est ici, va entraîner en fait des réactions photochimiques qui vont entraîner des altérations cellulaires et du coup une lyse et donc nécrose et apoptose cellulaire. C'est principalement utilisé en dermatologie. En tout cas, on nous a demandé, c'est les dermatos de la région qui nous ont demandé de l'ajouter dans les propositions d'intervention. Ensuite, il y a la transplantation, donc transplantation d'organes. Majoritairement, ça peut être utilisé dans, en tout cas, les cancers colorectaux avec métastase unique hépatique inopérable. En fait, ils vont remplacer le foie. Et après, qu'est-ce que c'est que la chirurgie? Il y a deux types de chirurgie. Il y a les chirurgies d'exérèse. Et donc là, c'est vraiment curatif. On va enlever l'organe complètement ou une partie. Et ça, c'est faisable si la tumeur est accessible, elle est localisée, le patient est opérable. L'objectif, c'est une résection chirurgicale complète avec la totalité. C'est pour ça que souvent, vous avez les R. Le R, ça veut dire est-ce que c'est R0, R1, R2. Et ça permet de savoir les marges, si elles sont saines ou pas, ou si la résection elle est totale ou pas. Et ensuite, il y a des moyens palliatifs qui peuvent être utilisés, comme la colostomie de dérivation, l'arthrodèse ou la métastatectomie. Maintenant, on va passer au traitement médicamenteux systémique du cancer. Donc, je les ai rangés d'une certaine manière. Donc, vous avez tout ce qui est chimiothérapie, thérapie ciblée, avec l'immunothérapie, les thérapies ciblées orales, les anticorps et anticorps conjugués, l'hormonothérapie, tout ce qui est greffe, auto- et allogreffe, carticelle, et ensuite instillation endovésicale. Donc la chimiothérapie, classique, ce sont des molécules chimiques. Leur cible, c'est l'ADN des cellules. Et donc du coup, ça va entraîner leur objectif, c'est de détruire les cellules tumorales et entraîner la lyse cellulaire. C'est non spécifique des cellules cancéreuses, donc c'est pour ça qu'il y a quand même des toxicités qui sont induites par leur effet. Elles peuvent être administrées soit par voie orale, soit en injectable. Donc, il y a différents types de protocoles en fonction des pathologies. Le protocole endoxant, cyclophosphamide et puribécine, Folfox indigestif ou autre. Et après, par voie orale, vous avez tout ce qui est endoxant, Xeloda ou méthotrexate par voie orale. La toxicité, en fait, l'hématotoxicité, on sait qu'on a une neutropénie quelques jours après l'injection. C'est pour ça que ça explique les schémas discontinus des chimiothérapies, parce que principalement, c'est J1 égale J21, donc tous les 21 jours, toutes les 3 semaines, les patients ils reçoivent les chimios. Ensuite, on a tout ce qui est les immunothérapies. Les nouvelles, en fait, immunothérapies, c'est les inhibiteurs de checkpoint immun. Donc, vous avez sûrement entendu parler de anti-PD1, anti-PDL1 ou anti-CTLA4. L'objectif, en fait, c'est l'interaction tumeur-système immunitaire. Et l'intérêt de ces médicaments, c'est de réactiver le système immunitaire. Quand on a, en fait, la cellule cancéreuse, elle va exprimer, en fait, un récepteur qui s'appelle le PDL1, qui va, quand il se met en contact avec un lymphocyte, elle va inactiver le lymphocyte T, le PDL1. Donc, c'est pour ça que j'ai mis comme ça. L'intérêt d'utiliser des anti-PD1 ou anti-PDL1, la cellule cancéreuse est bloquée à ce niveau-là, et le anti-PD1, le lymphocyte aussi est bloqué, ne peut pas le reconnaître, et donc du coup, le lymphocyte T va avoir son action de protection
du système immunitaire classique où je dois réagir contre un événement, une personne extérieure à mon système immunitaire et donc du coup détruire. Et donc c'est comme ça qu'on réactive, c'est un système de réactivation du système immunitaire dans son rôle de défense contre les sources extérieures. C'est c'est administré uniquement par voie injectable et ils ont des longues durées de vie, donc souvent c'est administré tous les 15 jours, voire toutes les 3 semaines et des fois même tous les mois ou toutes les 6 semaines. Ensuite, on va retrouver les anticorps monoclonaux et là, vous avez la proposition ADC, donc antidrug conjugué. Donc, au niveau des anticorps monoclonaux, vous avez souvent, ça finit par MAB dans les noms de leurs molécules. Leur objectif, en fait, ils vont avoir soit une action contre la cellule cancéreuse, ils vont cibler, en fait, l'antigène cellulaire. Donc, vous avez ici l'antigène. Ils sont administrés par voie injectable. L'anticorps monoclonal va reconnaître l'antigène cellulaire, cibler la cellule et entraîner un arrêt de la prolifération et donc du coup, quelque part derrière la lisse cellulaire. Pour les ADC, en fait, c'est quoi un ADC? C'est un anticorps. Donc, vous avez le même anticorps sur lequel, en fait, ils ont couplé des molécules de chimiothérapie. L'objectif, c'est quoi? C'est que l'ADC va reconnaître la cellule, il va être internalisé et ensuite, il va être digéré. Cette digestion, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre la libération de la chimiothérapie. Et après, du coup, ça fonctionne comme une chimiothérapie classique avec action sur l'ADN de la cellule, arrêt du cycle cellulaire et lyse. Ensuite aussi, je voulais vous parler des thérapies ciblées parce qu'il y a quand même l'onglet thérapie ciblée au niveau du DCC. Et donc, thérapie ciblée, on entend, il y a des petites molécules qui sont administrées principalement par voie orale et elles vont agir à différents endroits de la cascade du cycle cellulaire, soit sur les voies de cilialisation, soit sur les systèmes de réparation, soit sur les checkpoints du cycle cellulaire. Leur objectif, eux, ça va entraîner l'arrêt en fait de la prolifération, mais ça ne les tue pas, c'est un effet cytostatique. Donc du coup, l'intérêt, c'est qu'il faut vraiment que les patients ils prennent constamment leur traitement et c'est très important que les patients soient observants. Voilà, ça va réactiver les lymphocytes et tout ce qu'il y a derrière. Ensuite, il y a l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, elle va agir de deux manières. Soit elle arrête le blocage de la production d'hormones, soit ils vont mimer en fait l'action des hormones sur la cellule cancéreuse. Donc ici, en temps normal, vous avez donc les œstrogènes qui vont se fixer sur des récepteurs à l'œstrogène, activer au niveau du noyau et entraîner la prolifération cellulaire. Avec l'hormonothérapie, on va entraîner une castration chimique. Du coup, on peut bloquer et donc du coup, il n'y a plus d'activation au niveau du noyau et donc du coup, il n'y a plus de prolifération tumorale. Et c'est vraiment important que les patientes, elles prennent très longtemps leur traitement au niveau cancer du sein parce que même si on ne voit pas l'intérêt et si la maladie n'est pas mesurable, c'est très important qu'elles le prennent longtemps. Ensuite, on peut retrouver les greffes. Donc, au niveau du DCC, il y a allogreffe et autogreffe. C'est principalement utilisé en hématologie. L'autogreffe, son rôle, en fait, c'est que c'est principalement utilisé pour limiter les risques de la chimiothérapie. Donc, en gros, ils vont faire une chimiothérapie intensive très forte, où là, le patient, du coup, n'a plus de cellules. On a essayé, en fait, de supprimer au max toutes ces cellules de la moelle. Et donc, du coup, l'intérêt de lui redonner de la moelle, c'est qu'il va pouvoir avoir c'est que sa neutropénie, en fait, son aplasie soit le moins importante possible. C'est vraiment pas le traitement. Et donc, du coup, c'est principalement utilisé dans les traitements du myélome. Et ensuite, on a l'allogreffe, où ça, c'est une transplantation de cellules souches d'un donneur vers un receveur. On va remplacer il y a eu aussi avant quand même l'allogreffe, il y a une chimiothérapie intensive où l'objectif, c'est d'éradiquer toutes les cellules possibles à la fois cancéreuses, principalement cancéreuses du patient, et ensuite ils vont re-injecter de la moelle osseuse d'une autre personne. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de réactiver le système immunitaire pour la destruction des cellules cancéreuses. L'indication majeure de l'allogreffe, c'est plutôt en hématologie, dans les leucémies aiguës myéloïdes. Et vous avez sûrement dû entendre parler des CAR-T-cells. Les CAR-T-cells, ça veut dire quoi? Donc CAR, c'est pour chimérique antigénique réceptor T. Donc du coup, c'est au niveau des lymphocytes T. C'est une thérapie cellulaire génique génétiquement modifiée. Pardon. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, ils vont prélever les lymphocytes T du patient. Ils vont les modifier génétiquement en rajoutant en fait un récepteur particulier. Elles sont modifiées, ils les multiplient et ensuite, ils les réinjectent au patient.
L'intérêt, c'est de réactiver aussi ici, comme de l'immunothérapie. Enfin, c'est une sorte d'immunothérapie, enfin, c'est de l'immunothérapie, et ils vont réactiver le système immunitaire. Pardon. Hop, pardon. Et actuellement, pour l'instant, c'est principalement utilisé, en tout cas nous dans le DCC, pour toutes les pathologies, enfin, des pathologies en hématologie, mais plus ça va aller, plus ils vont ouvrir vers d'autres pathologies. Et ensuite, le dernier, c'est les instillations endovésicales, où vous avez dû entendre parler de BCG-MEDAC ou améthicine. Donc, l'objectif, en fait, c'est utiliser après une chirurgie, dont l'objectif va être de diminuer les risques de récidive des tumeurs de la vessie. Ils vont injecter un produit par une sonde endovésicale, soit d'améthicine, soit de BCG. Et l'objectif, ça va être quoi? C'est de réactiver le système immunitaire. Donc, BCG, c'est pour bacille de Calmette-Guérin. Et en fait, ce bacille-là va réactiver le système immunitaire au niveau de la paroi vésicale et donc, du coup, de lutter contre les cellules cancéreuses qui pourraient rester. Ensuite, on a la partie radiothérapie. Donc, il y a différentes radiothérapies qui sont en proposition au niveau du DCC. Radiothérapie externe, radiothérapie métabolique, curithérapie et irathérapie. Pour la radiothérapie, c'est quoi? En fait, c'est de l'éradication physique. Il y a des rayonnements ionisants, donc électrons, photons, protons, donc, du coup, qui vont être émis, qui vont entraîner des lésions au niveau du noyau de la cellule et entraîner la mort cellulaire. Donc, il y a différents types. Donc, on a la radiothérapie externe. Comment est-ce que ça fonctionne, la radiothérapie externe? L'irradiation des cellules tumorales, elle va se faire par rayonnement ionisant, mais ça va être émis par un accélérateur de particules. Donc, je vous ai mis une photo ici. Ensuite, on a la radiothérapie métabolique, qui aussi peut être appelée radiothérapie interne vectorisée, où là, l'objectif, c'est l'irradiation des cellules tumorales de petite taille qui sont décimées dans l'organisme au moyen de médicaments radioactifs. Donc, eux, ils vont être injectés par voie intraveineuse, marqués par un radionucléide qui va permettre le ciblage sélectif des tumeurs. Et tout ça, c'est fait dans des centres autorisés et les patients, après, ils restent hospitalisés. Ensuite, il y a la curithérapie. Je ne sais pas si on voit bien mon schéma. Où là, pour le coup, ils vont injecter, ils vont irradier avec des sources radioactives qui sont implantées au contact de la tumeur ou en tout cas même à l'intérieur. Ici, là, on le voit, la prostate. Vous avez une espèce de grille et ils vont insérer en fait des petits points pour vraiment lutter et traiter la source le plus localement possible. Et ensuite, il y a l'irathérapie. C'est de la radiothérapie interne vectorisée par iode 131. C'est principalement utilisé pour les cancers thyroïdiens. Et donc, c'est une gélule qui est administrée par voie orale. Donc, l'objectif, voilà, c'est la destruction post-opératoire des reliquats thyroïdiens ou traitement du cancer résiduel de ces métastases après thyroïdectomie chirurgicale totale ou exceptionnellement partielle. Donc, l'irathérapie, j'avoue, de totalisation ou de retraitement. Donc, le retraitement, ce qu'on m'a expliqué, c'était qu'on pouvait retraiter s'il en restait. Et de totalisation, c'est qu'il traiterait en fait l'ensemble de la thyroïde, quitte à ce que le patient soit en hypothyroïdie. Voilà, j'avoue, j'ai pas plus d'infos et je suis désolée, je chercherai plus. Mais donc voilà l'irathérapie. Ensuite, au niveau des soins oncologiques de support, donc pour nous, qu'est-ce que c'est que soins oncologiques de support? Donc vous avez les soins de support. On considère soins de support, c'est tous les paniers de référence des soins de support de l'INCa. Donc je vous les ai listés. La différence avec les soins palliatifs, bon, le soin palliatif, c'est vraiment un soin de confort du patient. L'objectif, c'est de préserver sa qualité de vie. Mais à la fois, comment est-ce qu'on va préserver sa qualité de vie? C'est en l'aidant par rapport à la douleur, l'aidant par rapport à la prise en charge psychologique et sociale. Donc honnêtement, si vous choisissez soins de support ou soins palliatifs dans vos propositions par rapport à ce que vous disent les médecins, l'un et l'autre, c'est pareil. C'est vraiment à vous de voir, à discuter avec les médecins ce qui est le mieux. Et ensuite, traitement symptomatique, mais en fait, l'objectif, c'est de traiter le symptôme et donc, du coup, de diminuer son intensité, mais ça ne va pas traiter la maladie. Donc, par exemple, la maladie, elle va induire une anémie. On va prescrire de l'EPO. L'EPO, c'est plutôt traitement symptomatique que soins de support ou soins palliatifs. Voilà comment on a construit les propositions. Et je crois que j'ai... Ah non, s'il y a surveillance. Et donc, dans surveillance, il y a l'onglet surveillance et surveillance active. Surveillance active, donc principalement, c'était quand même dans la prise en charge des cancers de la prostate. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on considère comme surveillance active? C'est que le patient va être surveillé tous les 3 à 6 mois avec entre des examens cliniques, de l'imagerie et un suivi biologique. Et voilà, j'ai fini pour cette première partie.
Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Très bien, merci Charlotte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou alors à les poser dans l'espace conversation. Alors oui, il y aura le replay qui sera diffusé et donc vous recevrez aussi la présentation. Je crois que c'était très clair, Charlotte, de ce que je vois dans la conversation. Ok, bon, bah, du coup, je vais passer à la deuxième partie. Merci beaucoup, c'est gentil, tous ces messages. Donc, la deuxième partie, donc, c'est cancer digestif et fiche RCP. Ce que je vais prendre donc, hop, pardon. Donc, au sommaire, donc, qu'est-ce que vous retrouverez comme information sur la prise en charge des cancers digestifs? Donc, il a été choisi l'œsophage, l'estomac, côlon rectum, intestin grêle, foie et voie biliaire et le pancréas. Donc, au niveau de l'œsophage, donc épidémiologie, c'est un cancer qui est peu fréquent, c'est environ 10% des cancers digestifs, avec une prédominance masculine, c'est environ 75% des patients, avec des âges en moyenne de 65 ans, et c'est plutôt de mauvais pronostics. Il y a deux types histologiques les plus fréquents, c'est les cancers épidermoïdes ou les adénocarcinomes. Au niveau du diagnostic, donc comment est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'il va y avoir une fibroscopie œsogastro-duodénale. Là, ça permet de déterminer la taille de la tumeur. Après, il va faire un examen anatomopathologique avec le type et le grade de la tumeur et un bilan préthérapeutique qui est très important parce que ce bilan va permettre en fait de déterminer le stade de la pathologie. Est-ce qu'elle est localisée? Est-ce que c'est métastatique? Est-ce que c'est localement avancé? Est-ce qu'il y a des ganglions, pas des ganglions? Donc, il y a vraiment des examens qui sont importants. Donc, vous avez le scanner thoraco-abdominopelvien, l'écho-endoscopie qui n'est non systématique, ou d'autres examens, et aussi le bilan général. Est-ce que le patient a des pathologies associées et comment est-ce qu'il est au niveau de son statut nutritionnel? C'est un des cancers où le statut nutritionnel est important à regarder. Donc là, c'est la classification TNM. Donc, au niveau, le T clinique, c'est en fonction de l'envahissement de la tumeur, où est-ce qu'elle en est. Au niveau du N, donc on va de N à N3, c'est est-ce qu'il y a des ganglions ou pas. Et M, métastase à distance, est-ce qu'il y a une métastase M0 ou M1, est-ce qu'il y a des métastases ou pas. Pour le traitement des cancers de l'œsophage, le passage à la RCP est obligatoire. Donc, par rapport aux nouvelles autorisations, le cancer de l'œsophage et la chirurgie du cancer de l'œsophage, c'est un PTS et donc du coup doit être traité et présenté en RCP de recours de chirurgie complexe. Et établissement, il y a l'autorisation B1. On peut retrouver donc comme prise en charge donc la chirurgie ou encore de la radiothérapie ou de la radiothérapie associée à de la chimiothérapie qui peut être faite en néoadjuvant. Donc, néoadjuvant, c'est avant la chirurgie ou exclusive sans chirurgie. Et ensuite, il y a des facteurs de surveillance. Et au niveau des soins de support, l'intérêt, c'est vraiment l'accompagnement précoce au niveau de la nutrition, un suivi des effets indésirables du traitement, complications respiratoires ou troubles digestifs, et aussi tout ce qui est sevrage alcoolo-tabagique. Concernant la topographie et la morphologie, donc c'est un C15 et point en chiffres pour préciser la localisation. Et au niveau de code morpho, tout dépendra de ce qui a renseigné dans le compte-rendu en APAT. Les plus fréquents, comme je vous ai dit, c'est adénocarcinome ou carcinome épidermoïde. C'est vraiment important pour vous d'avoir l'info le plus possible et de le lire dans le compte-rendu en APAT. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que comme il y a une prise en charge en fait, au niveau du DCC, qu'est-ce qu'on va retrouver comme information et quelles informations sont indispensables dans la fiche RCP pour la prise de décision en RCP pour le médecin. Donc, les modalités de diagnostic. Ensuite, au niveau des examens paracliniques, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui est noté dans le compte-rendu dans la synthèse. Et aussi, au niveau
anapathe, donc la morphologie, mais aussi le stade. Donc, si jamais le patient a eu un traitement avant la chirurgie, donc traitement néoadjuvant, soit radiothérapie, soit chimiothérapie, il faut vraiment renseigner le stade YPT. C'est donc c'est ici. Ou s'il n'y a pas eu de chirurgie avant, c'est tout ce qui est, donc, enfin, s'il n'y a pas eu de traitement néoadjuvant, c'est le PT qu'on demande, qui est noté ici. Et si jamais votre patient, le code Simlis que vous avez choisi n'a pas en fait le YPT de renseigner, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas renseigner le PT parce que c'est pas la même chose, mais de le noter en commentaire et de rajouter le traitement que le patient a reçu avant la chirurgie dans la section de traitement. Je vous ai mis sur le côté, donc en bleu, ce sont les codes qui n'ont pas la section YPT dans les fiches au niveau de l'anapathe, et en vert, c'est ceux qui l'ont. Je ne sais pas trop l'expliquer pourquoi. Ça sera une évolution chez nous. L'objectif est que pour chaque fois où une pathologie peut avoir dans sa prise en charge un traitement néoadjuvant, le YPT soit toujours visible et n'apparaisse pas sous condition. Voilà. Donc, donc pour l'estomac, c'est majoritairement des adénocarcinomes primitifs dans 95% des cas. C'est le 5e cancer le plus fréquent, majoritairement en Asie. C'est plus fréquent chez l'homme et il y a une baisse en France depuis plusieurs années. Et ce qu'il faut chercher à chaque fois, c'est qu'il y a un rôle carcinogène de l'infection par Helicobacter pylori. Donc, comment est-ce qu'on va diagnostiquer en fait un cancer de l'estomac? Donc, il y a une fibroscopie gastro-duodénale avec prélèvement des biopsies de la lésion et bactériologiques pour vérifier justement la présence ou non d'Helicobacter pylori. Il va y avoir un examen anapathe avec le type histologique et déterminer le grade. Pour la recherche de l'infection à Helicobacter pylori, l'objectif, c'est de savoir s'il est présent ou pas, parce que s'il est présent, ça va nécessiter un traitement par antibiothérapie pour pouvoir l'éradiquer. Et au niveau bilan pré-thérapeutique, on refait toujours pareil. Un scanner thoraco-abdominopelvien, un TDM et le bilan général associé. Au niveau de la classification TNM, c'est pareil. On retrouve en fait c'est vraiment important. Enfin, personnellement, moi, je ne les connais pas par cœur. J'ai juste ma classification à côté. Et en fonction, en fait, de l'envahissement de la tumeur, ils vont pouvoir déterminer le T. S'il y a présence de ganglions et s'il y a présence de métastases, c'est pareil, c'est toujours codé et il y a des règles que les médecins connaissent, que les anapathes connaissent. Et nous, on doit savoir juste où trouver l'information. Et ensuite, à partir de ces stades, ils vont déterminer les grades. Et ça, c'est important de se dire c'est comment est-ce que les stades sont déterminés à partir des grades. Donc, par rapport au traitement, donc la visée curative, ça va être la chirurgie, donc l'exérèse complète de la tumeur associée au curage ganglionnaire, plus ou moins chimio, plus ou moins radiothérapie. Au niveau traitement palliatif, donc c'est 6 chirurgies, plus ou moins chimio, donc périopératoire, c'est néoadjuvant. Et après, il y a quelques formes qui sont particulières. Vous avez sûrement déjà entendu parler des tumeurs stromales, gastro-intestinales, les gystes. Voilà les codes. Vous allez rentrer au niveau de l'anapathe, comment est-ce qu'on les code? Donc, on va les coder en tant que tumeurs de l'estomac. Et à la morphologie, vous allez préciser la morphologie et choisir que c'est les tumeurs stromales, gastro-intestinales, parce que les prises en charge, ce n'est pas les mêmes. Et ça, souvent, il y a dans les gystes, il y a les médecins des sarcomes qui donnent leur avis avec les oncodigestifs ou gastroentérologues. Au niveau de la topographie, donc c'est en C16. Et comment est-ce qu'on va coder? En fonction, là, je vous ai mis une photo pour vous dire, le cardia, il est là, le fundus, il est là, le corps et l'antre et le pylore. Donc, vous avez les différentes par rapport à l'estomac ou localisées. Donc, toujours pareil, on a les codes par la CIM-O ou surtout, on lit bien le compte-rendu anapathe et on trace les infos par rapport à la disponibilité des informations données dans le compte-rendu anapathe et bien penser à insérer le compte-rendu anapathe dans la fiche RCP pour que les médecins aient accès en session RCP. Et au niveau des pathologies les plus fréquentes, c'est les adénocarcinomes tubuleux ou papillaires et les adénocarcinomes muqueux. Toujours pareil, on peut retrouver, s'il y a un traitement néoadjuvant, bien penser à coder le YPT. Vous avez ici en bleu celle où il n'y a pas le YPT et en vert avec le YPT. Pour le côlon et le rectum,
Donc, c'est la 3e cause de cancer chez l'homme, la 2e cause de cancer chez la femme, et c'est la 2e cause de mortalité par cancer en France. On retrouve quand même que les cancers quand même colorectaux surviennent après 50 ans. Malgré le dépistage, il y a quand même encore beaucoup de personnes qui ont des cancers colorectaux et qui sont pris en charge derrière. Donc, du coup, il faut vraiment inciter et penser à faire le test de dépistage quand on a plus de 50 ans pour le test hémoculte et le demander. Il y a certains facteurs de risque qui peuvent être familiaux, d'autres qui peuvent être personnels, comme les maladies de Crohn ou la rectocolite hémorragique, ou encore aussi tout ce qui va être notre mode de vie, tout ce qui est conseil hygiène de vie. Le tabac, l'alcool, la sédentarité et l'obésité augmentent en fait le risque d'avoir un cancer du côlon. Comment est-ce qu'on peut diagnostiquer un cancer du côlon? Soit il y a les découvertes fortuites par les dépistages, ou il y a des signes cliniques avec du sang dans les selles et après ça entraîne des examens complémentaires. Donc, quels examens on va faire pour pouvoir faire des biopsies? Donc, il y a la coloscopie totale avec la lésion. Il va permettre de connaître le stade, l'examen en APAT, le bilan préthérapeutique et le bilan d'extension. Ça, c'est spécifique pour le cancer colorectal. Pardon. Et il y a une écho-endoscopie rectale. IRM pelvienne. Au niveau de la classification, on est toujours pareil. Le T, c'est l'envahissement de la muqueuse, la présence de ganglions et la présence de métastases. Avec le stade derrière, qui vous dit en fonction de quel type. Donc les stades 4, c'est les stades métastatiques. Les stades 3, c'est quel que soit le T, mais présence de ganglions, mais pas de métastases. Et ensuite, le 0, c'est IS, ça veut dire in situ. Au niveau des traitements, donc ça peut être les traitements endoscopiques comme on a vu en première partie, donc tout ce qui est mucosectomie, polypectomie. Après, il peut y avoir des chirurgies par laparotomie ou célioscopie. On peut avoir des traitements chimio-adjuvantes, surtout pour les stades 3 s'ils ont des ganglions. Et ensuite, il y a la radiothérapie ou radiochimiothérapie adjuvante, néoadjuvante pour les cancers du rectum. Et en fonction si le cancer est localisé ou métastatique, il va y avoir des prises en charge différentes. C'est vous avez les chimiothérapies intrathermiques intrapéritonéales où en fait ils ouvrent entièrement le ventre, il faut baigner, en fait il faut un bain de la chimiothérapie. On peut utiliser déjà ciblé et il passe pas aussi souvent dans le cancer hépatique unique, ils utilisent la chimiothérapie pour traiter les métastases hépatiques. Au niveau de morphologie, il y a le côlon, c'est le C18. Après, vous avez la fonction thyroïdienne et le T2. La possibilité de causer différents tumeurs, si les tumeurs multiples, et ça, je considère en fait le côlon dans son ensemble comme localisation unique. Donc, en fait, il faut renseigner qu'une seule topographie, mais pas toutes. Donc, choisir en fait en fonction de ce qu'elle est, qu'est-ce que le médecin vous dit et qu'est-ce qu'il faut noter. Pareil pour les codes morpho. Bon, les plus fréquents, c'est l'adénocarcinome tuberculien. Attention, ce n'est pas les mêmes en fonction de si c'est estomac ou si c'est colorectum. Et après, on a aussi les polypes rectaux, qui sont les stades précancéreux pour certains. Il y a les polypes adénomateux et les risques de transformation pour le vileux. Voilà. Il y a certains types d'adénomes. Je vous ai remis pareil par rapport au stade YPT, les codes. Ça peut vous servir de qui l'a ou qui l'a pas. Comme ça, quand vous codez les fiches, ça vous permet de direct penser bien au YPT s'il y a le traitement et de penser à le renseigner dans la section traitement. Au niveau de l'intestin grêle, donc il y a les cancers de l'intestin grêle, c'est rare, c'est moins de 2% des tumeurs digestives, c'est majoritairement des adénocarcinomes. Au niveau diagnostic, on fait un TDM pour avoir l'extension à distance. On va rechercher des pathologies adjuvantes. Au niveau de la classification TNM, c'est la même que le côlon et le rectum. Et la chirurgie, c'est principalement le seul traitement qui est curatif. Il peut y avoir une chimiothérapie en adjuvant. Au niveau du code, c'est le code C17 et les codes morpho sont dépendants de l'ANAPAT qui est renseigné dans le compte-rendu ANAPAT. Au niveau du foie et des voies biliaires, donc elles peuvent être primitives ou secondaires. Majoritairement, on va avoir des métastases secondaires. Elles vont être découvertes par imagerie avec les échographies scanner ou IRM. Et en fonction, ils vont interpréter est-ce que c'est le cancer d'un primitif
connu sur un autre organe. Donc, ils vont faire des biopsies. Il faut réaliser des biopsies en cas d'incertitude diagnostique. Par rapport aux métastases hépatiques, il va falloir regarder où est-ce qu'elles sont. Est-ce qu'elles sont uniques ou multiples, synchrones ou métachrones, et la localisation, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est isolée ou est-ce qu'elle est associée à d'autres métastases hépatiques? Pour les tumeurs hépatiques primitives, donc c'est les carcinomes hépatocellulaires dans 80% des cas. Et il va y avoir des prises en charge différentes en fonction de s'il y a une cirrhose ou non. Et pour les tumeurs des voies biliaires, c'est les cholangiocarcinomes. Et on peut retrouver sur les voies biliaires intra- ou extra-hépatiques ou la vésicule biliaire. Dans le DCC, il y a au niveau de la section état clinique une section dédiée spécifiquement au carcinome hépatocellulaire. N'hésitez pas à le renseigner, ça a été fait par des médecins spécialisés dans le carcinome hépatocellulaire. Et en fait, ils ont besoin de ces données-là pour la prise en charge et la prise de décision en RCP. Donc, au niveau du foie, donc, vous avez le foie ici, c'est la vésicule biliaire. Il n'y a pas de classification pour les hépatocarcinomes et cholangiocarcinomes. Ça va être défini à partir de l'examen clinique, l'imagerie ou l'exploration chirurgicale. Et en fonction, il y a différents points de taille en fonction. Le T et le PT est défini en fonction de la taille. Et pareil pour la présence de ganglions. Au niveau codage morphologique, donc le foie, c'est le C22. Et en fait, vous allez pour les carcinomes hépatocellulaires, vous allez choisir tumeur du foie, C22, et en morphologie, vous choisirez carcinome hépatocellulaire, hépatocholangiocarcinome ou cholangiocarcinome. En fait, il faut vraiment la morphologie, elle est choisie de la tumeur, elle se fait à l'anapathe et pas au moment de diagnostic au code SIM10. Vous avez les différents codes SIM10 ici. Par rapport au traitement, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être de la chirurgie, de la chimioembolisation, de la chimiothérapie associée à plus ou moins de la radiothérapie. Concernant le pancréas, donc, le pancréas, il a deux fonctions sécrétoires, endocrines ou exocrines. Les principales tumeurs du pancréas, c'est les adénocarcinomes primitifs. Donc, principalement, c'est la tête au niveau de la tête, 70%. On peut retrouver aussi les tumeurs neuroendocrines. Donc, pour tout ce qui est tumeurs neuroendocrines, il y a des RCP régionales. Dans le cadre du réseau Renaten, il y en a une côté Est et côté Ouest Occitanie. Voilà, c'est tous les 15 jours, je crois. Comment, en fait, le diagnostic du pancréas, qu'est-ce que ça va être? Il y a certains signes cliniques, des biologiques et souvent à l'imagerie. Et le traitement, qu'est-ce que c'est? Soit c'est suffisamment tôt et du coup, il va y avoir une chirurgie, soit c'est pas possible. Et dans ce cas-là, il va y avoir chimiothérapie associée plus ou moins à la radiothérapie. Vous avez ici toute la classification des tumeurs neuroendocrines du pancréas. Donc, il y a l'insulinome qui est le plus fréquent, mais qui est peu malin. Et ensuite, vous avez toute la liste ici, avec le pourcentage de malignité de cette tumeur-là, de ces tumeurs. Au niveau de la classification TNM des tumeurs exocrines et des tumeurs neuroendocrines de haut grade, donc c'est pareil, quelle que soit la taille, vous avez la présence de ganglions et la présence de métastases. Au niveau du pancréas, donc il y a différents codes SIM10 en fonction de la localisation de la tumeur, en fonction du corps, de la queue, des canaux, tout ça. Pour la morphologie, pour les cancers du pancréas exocrine, majoritairement, c'est les adénocarcinomes, où on peut retrouver des mucinés ou des canalaires infiltrants, ou du cystadénocarcinome. Pour la morphologie du pancréas endocrine, donc, vous avez les carcinomes des îlots, insulinome malin, adénocarcinome mixte ou carcinome neuroendocrine. Pareil pour le pancréas, si jamais il y a une chirurgie, une chimiothérapie ou radiothérapie qui a lieu avant la chirurgie, bien penser à rajouter le PT, enfin le YPT dans la fiche RCP avec le traitement associé en amont et la date. Et je crois que j'ai terminé. Et voilà, je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, si je peux vous répondre. Merci Charlotte. N'hésitez pas à poser vos questions. Il nous reste un petit quart d'heure, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas soit à lever la main, soit à les noter dans la conversation.
On a beaucoup de merci, pas trop de questions. Ah, il y avait Oui, une alors, question. ouais, le TNM, oui, mais attention, il y a le TNM, c'est le clinique, et le P, normalement, de pathologique, si vous l'avez, vous pouvez le noter. Après, vous ne pouvez pas inventer les choses. Si ce n'est pas noté sur un compte rendu en APAT, vous ne notez pas. Vraiment. Et le T, après, vous allez... oui. Ben, on verra si vous pouvez. Donc, n'hésitez pas à justement noter ce que vous voulez. Est-ce que la manière dont on a fait ce webinaire sur les cancers digestifs, est-ce que ça vous va? Bon, je pense que je suis allée très vite et je suis désolée, mais comme on avait beaucoup de diapos, j'avais peur que ça passe pas en 1 heure. OK, poumon aussi. Donc, vraiment, toutes vos questions. Voilà, il y a le lien de satisfaction que j'ai scanné. Si vous pouvez nous donner soit ce que vous souhaitez réaborder une prochaine fois. Donc, il fallait qu'on fasse un choix. On a choisi digestif parce que par rapport au questionnaire qu'on a envoyé la première fois, c'était celui qui avait le plus qui revenait. OK, merci beaucoup. Donc, je vois juste, j'ai Voilà, eu un bonjour. sur le questionnaire de satisfaction, n'hésitez pas à mettre en commentaire les sujets que vous souhaitez voir abordés la prochaine fois. Voilà. Je crois qu'il n'y avait pas trop de questions. C'était juste... donc, bien sûr que le replay sera disponible, ainsi que le diaporama, on le mettra à votre disposition. Voilà, pour que vous puissiez revoir toute la présentation. Moi, je comptais aussi vous informer sur le fait qu'il y aura des journées utilisateurs qui vont être organisées, qui auront lieu donc le 27 novembre à Toulouse et le 4 décembre à Montpellier. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous recevrez prochainement les mails d'inscription, mais je crois que Nathalie a déjà le lien pour s'inscrire. Et pour les 3C qui sont présents, on organise aussi le 3 juillet une réunion spécifique dédiée aux 3C. Vous avez dû recevoir l'invitation, donc si vous ne l'avez pas reçue, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je vous renvoie l'invitation. Voilà, donc je pense qu'on vous a tout dit. Merci de renseigner donc notre petit questionnaire. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut lever la séance, Charlotte. Oui, après, oui, comme vous souhaitez. Enfin, voilà, c'est important en tout cas pour nous et pour moi, pour pouvoir préparer après derrière les thèmes. L'objectif vraiment c'est plutôt du comment que je code mes fiches de mes pathologies dans le DCC. Donc vraiment, il y a des éléments qui sont importants. Oui, il y aura une session scénologie prochainement. Voilà, désolée, j'arrive pas à finir mes phrases parce que je le dis en même temps. Je vais y arriver. L'objectif, c'est vraiment de vous donner le plus d'informations possibles et de billes pour pouvoir bien renseigner les fiches RCP. Donc, qu'est-ce que vous devez vous poser comme question quand on vous demande d'inscrire une fiche en session RCP? C'est vraiment les modalités de diagnostic, les examens paracliniques, l'ANAPAT, s'il y a eu des traitements avant, de la pathologie. C'est vraiment important parce que ça va conditionner potentiellement des fois les prises de décision en RCP. Donc ça, vraiment, il faut vous dire ces éléments-là, si je les ai, je les donne. Au mieux, vous insérez le document si vous ne savez pas comment choisir et comment noter. Il faut noter les synthèses le plus possible dans les cases commentaires. Ne pas inventer un stade T qui n'existe pas. Ne pas inventer un stade PT si ce n'est pas noté dans le compte-rendu en APAT. Vous joignez, faut joindre le compte-rendu que vous avez. Vraiment. Ça, je crois que c'est ce que je voulais faire passer comme dernier message là. Voilà. Et après, n'hésitez pas si vous avez des questions à côté, on reste disponible. Voilà. Et vous avez aussi l'assistance, vous avez les coordonnées de l'assistance là sur la diaporama. N'hésitez pas aussi à poser vos questions via l'assistance du DCC. Voilà, ils vous répondent aussi rapidement. Et du coup, j'ai juste une dernière remarque. Je vais réinsister sur le côté remplissez le questionnaire de satisfaction, mais ça nous permet aussi de nous donner des idées sur la journée utilisateur pour l'après-midi.
si on fait une partie codage ou non. Donc, ça nous permet de les anticiper, de le préparer à l'avance. Donc, ça, c'est assez important pour nous. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Merci pour vos commentaires positifs et à bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.